Nous sommes en direct de Kazan où se déroule actuellement le 16e Forum des BRICS qui se déroule bien sûr du 22 au 24 octobre 2024. C'est un forum de tous les enjeux. Aujourd'hui, plusieurs délégations sont présentes et bien sûr les dirigeants, chefs d'État et de gouvernement sont présents, sont invités par le président russe Vladimir Poutine entre autres, puisque c'est un sommet qui se déroule en terre russe. Eh bien, pour en parler, pour parler des enjeux, comprendre exactement tout ce qui tourne autour de cette grande rencontre, nous recevons ici deux invités avec qui on va discuter. Le docteur David Eboutou, vous êtes avec nous, vous êtes universitaire, également chercheur. Merci, bonjour. Bonjour madame, merci de me recevoir. Le plaisir est le mien. Merci à vous, docteur Eboutou. Bien sûr, passion parfaite, donc vous êtes homme politique. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, on va déjà peut-être commencer par, entre autres, les thèmes principaux autour de cette rencontre. On parle de multilatéralisme, on parle également d'intégration de nouveaux membres, mais aussi de résolution des conflits régionaux. Alors, des enjeux quand même importants, docteur Eboutou, peut-être pour l'ensemble des États, mais aussi les pays africains qui regardent, pourquoi pas, ce sommet, je ne voudrais pas dire de loin, parce qu'il y a certains qui sont, déjà on parle de l'Afrique du Sud, d'autres frappent à la porte des BRICS. Quel est l'enjeu autour de cette thématique pour les États africains? Alors, je crois qu'avant de parler des enjeux proprement dits, madame, il faudrait quand même revenir sur deux aspects essentiels qui entourent l'organisation même de ce sommet. Il me semble qu'il y a deux dimensions qui sont à mettre en avant. Il y a, de mon point de vue, la dimension liturgico-politique et la dimension du symbolisme même géopolitique. Oui. Quand je parle de la dimension liturgico-politique, je pense à tout ce qui a été mis en branle en termes de démarches, en termes de structuration, de par la qualité des gouvernants, de par la qualité des hégémons qui sont ici et qui discutent dans les normes des conférences internationales de très haut niveau qu'on a l'habitude de voir et dont on a la chance de vivre aujourd'hui. Et quand on a vu la qualité des débats, notamment à huis clos aujourd'hui, et les discours que les uns et les autres ont envoyés, oui. Quand on a écouté quelques bribes ici et là, on se rend effectivement compte que la Russie respecte un certain nombre de normes internationales qui vont dans le sens justement de ce grand événement. À côté, il y a la dimension symbolique. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ceux qui regardent cet événement à distance, c'est-à-dire l'Occident, ils ont voulu déconstruire à moult niveaux ce qui se fait ici. Et c'est pour cela que je parle de symbolisme géopolitique, qui veut qu'aujourd'hui, cet événement-là soit le reflet même de la construction de puissance que la Russie aujourd'hui est en train d'être le maître. C'est-à-dire que la Russie aujourd'hui se propose de tirer d'autres États vers le renforcement du multilatéralisme inclusif que les uns et les autres appellent de leur vœu. Quand je l'ai dit, je crois donc que l'enjeu essentiel pour les États africains, c'est davantage d'aller dans le sens de co-construire, je parle bien là de la co-construction, de co-construire un monde équitable, un monde plus juste, un monde où il y règne quand même la fraternité, oui, l'égalité et l'inclusion à tous les niveaux. Parce que il me semble que jusqu'à aujourd'hui, le capitalisme abject que les uns et les autres dénoncent aujourd'hui est subséquent au fait que pendant longtemps, il y a une maxime en relations internationales qui a été mise en avant et appropriée par les uns et les autres sans en interroger le fond et l'applicabilité. Ouais. C'est cette maxime qui aura voulu en RI, en relations internationales, que c'est en réalité les intérêts qui gouvernent le monde. Mais aujourd'hui, à la lumière des enjeux, des nouveaux enjeux, on voit très bien que la fraternité peut gouverner le monde. On voit bien que l'égalité, des principes qui sont en réalité des principes qui n'ont rien à voir avec le matérialisme, peuvent gouverner le monde. Et c'est en cela qu'on peut trouver une forme de symbolisme aujourd'hui pour se dire que l'Afrique a toute sa place. Donc l'enjeu pour l'Afrique, c'est effectivement de co-construire ce nouveau monde avec la Russie en s'intégrant au mieux pour qu'effectivement nous allions vers le multilatéralisme effectif que les uns et les autres en appellent de leur vœu.
Ce multilatéralisme, effectivement, on l'a rappelé, Passion Parfum d'Homme, qui fait partie, entre autres, des thématiques essentielles dans le cadre de ce forum. Le docteur Eboutou parlait de symbolisme. À côté de cela, on voit effectivement sur l'aspect symbole, une Russie qui n'est, entre guillemets, pas isolé finalement, comme on a voulu le montrer. On a vu depuis le début cette mobilisation non seulement en termes de médias, on a vu également les délégations qui sont présentes. On voit entre autres tous ces États aujourd'hui qui frappent à la porte des BRICS. Une façon pour la Russie, entre autres, bien sûr les BRICS, de montrer qu'il y a ces autres États-là qui croient véritablement à cette autre force, entre guillemets, qui se propose ou alors qui se construit. Mais effectivement, c'est une espèce de réécriture de la nouvelle histoire. Vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la manière dont l'histoire a été écrite et dont les forces ont été élaborées n'ont pas donné la plénitude de la dimension des États, dont la Russie en majeur, oui, de leur contribution pour mettre fin à cette peste brune qui a tenté d'embarquer le monde dans une espèce de dictature qui ne dit pas son nom. On l'a vu pendant très longtemps, surtout avec la chute du mur de Berlin, où les États-Unis sont devenus l'hyperpuissance mondiale et ont commencé à dicter complètement leur point de vue sur le plan international dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, le domaine militaire, le domaine culturel, le domaine philosophique, oui, et même, j'allais dire, du point de vue de la pensée, et ça posait problème. Et ils ont poursuivi dans cette démarche. On ne voit pas très bien le corollaire, mais avec ce qui se passe en Ukraine, avec cette guerre qu'ils imposent à la Russie. La Russie démontre donc que malgré les sanctions occidentales et impérialistes américaines, avec leurs affiliés que vous connaissez, c'est-à-dire l'Europe et consorts, elle est de nouveau le centre du monde. Mais elle est de nouveau le centre du monde parce que, du point de vue de la symbolique, justement, elle veut corriger les erreurs de la Seconde Guerre mondiale en instaurant enfin un nouveau monde, c'est ce que vous appelez le monde multipolaire, oui, qui est fait d'égalité, qui est fait de justice, qui est fait de fraternité, mais qui est fait aussi de capacité pour les pays qui n'avaient pas pu totalement valider leur indépendance, de se réapproprier pleinement de leur souveraineté. C'est là l'enjeu central pour les pays africains aujourd'hui. Parce que comme vous le savez très bien, parmi les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, il y a deux qui ont été lésés par l'histoire et par les faits. C'est la Russie qui a perdu plus de 27 millions d'hommes. C'est l'Afrique qui a contribué lourdement à la victoire de ce qu'on appelle les alliés de cette Seconde Guerre mondiale, oui, mais dont le coût, j'allais dire, le sacrifice n'a jamais été à la hauteur du sort qui a été réservé, oui, par cette nouvelle construction avec l'ONU et tout ce que nous savons. Donc là maintenant, nous aurons enfin une nouvelle, un nouveau cadrage, j'allais dire, une nouvelle structuration de l'économie mondiale à travers les BRICS, mais qui devrait aussi s'accompagner effectivement avec un déclin de ce que sont les instruments de l'Occident pour dominer le monde, à savoir le G7, à savoir la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le oui, Club de Paris, le Club, oui, de Rome, qui ont été des outils de vassalisation, d'assujettissement du continent africain au point où, de ce niveau-là, on n'a pas vu en quoi la Seconde Guerre mondiale, qui était censée mettre fin à toute forme de totalitarisme et de vision philosophique de domination des uns envers les autres, a été bénéfique pour le continent africain. C'est le moment pour l'Afrique de s'inscrire dans cette nouvelle démarche et d'inscrire son nom en lettres d'or dans la réécriture de cette nouvelle page de l'humanité qui sera faite de solidarité, de fraternité, mais surtout, surtout, surtout de dignité. Une nouvelle page de l'humanité, docteur David Eboutou, un rééquilibrage en tout cas des différentes forces. On parlait tout à l'heure effectivement du G7. Dernièrement, les États africains étaient invités à assister à cet autre sommet, la francophonie. On voit qu'il y a ces divers ensembles, francophonie, G7, sommet France-Afrique. Pourquoi les BRICS devraient aujourd'hui, de manière spécifique, intéresser les États africains? D'abord, madame, parce qu'il faut partir d'un postulat qui est simple. Il n'y a pas de construction de puissance sans construction d'un pôle de puissance. Quand je parle de pôle de puissance, je parle des grands ensembles. Je parle des blocs. C'est pour cela d'ailleurs que dans un autre langage, les uns et les autres parlent de la construction d'un monde multipolaire. Oui.
En réalité, c'est là le constat de base. Et il faudrait bien rappeler que toutes les organisations que vous avez suscitées tantôt ne sont que le reflet d'une construction de pôles. Le G7, c'est un pôle. Le G20, c'est un pôle. Ainsi de suite, on peut en multiplier. Ouais. Parce que, effectivement, les uns et les autres sont d'accord qu'il n'y a pas de volonté de construction d'une puissance s'il n'y a pas de pôle. Et quand je l'ai dit, il me semble que c'est le débat essentiel en Afrique aujourd'hui. C'est l'enjeu majeur porté et véhiculé par le panafricanisme. Et vous savez, vous êtes à la tête d'un média panafricain et vous savez très bien que l'idée, au-delà de la modalité de cette idée, mais l'idée projectrice portée par le panafricanisme, c'est l'aboutissement à la construction d'un pôle. Et c'est pour cela aujourd'hui que les États africains ont intérêt à s'intégrer stratégiquement dans ce nouveau pôle de pouvoir qui leur est proposé, à savoir les BRICS. Pourquoi les BRICS et pas les autres? Parce que les BRICS leur proposent un cadre plus décent, un cadre plus dynamique, un cadre qui répond à leur réalité politique, économique, culturelle, diplomatique et sécuritaire. Et la conjoncture actuelle s'y prête. Elle est favorable et encourage davantage les États africains à s'y engouffrer. Quand je parle de conjoncture, il me semble, et ne l'oublions jamais, que le continent africain, pour la plupart des États, sortent quand même d'un néocolonialisme sauvage. Certains balbutient encore aujourd'hui à en sortir. Et on voit très bien qu'il est très difficile pour cet Occident impérial et colonialiste de laisser ces États-là qui ont été pendant longtemps pour eux des bêtes de somme en réalité, des vaches à lait. Et aujourd'hui donc, qu'un nouveau canal est proposé à ces États africains-là, c'est une voie alternative qui permet de contourner la seule voie unique qui leur était présentée jusque-là. C'est pour cela qu'au-delà de l'opportunité que représentent les BRICS, il me semble que les BRICS sont aussi un défi pour les États africains, un défi à relever, parce que les nouvelles générations observent les dirigeants africains aujourd'hui. Quels sont les leviers qu'ils entendent mobiliser pour jouer toute leur partition dans ce vaste ensemble géopolitique, les BRICS, qui aujourd'hui montrent effectivement qu'ils sont prêts à travailler avec eux et qui sont prêts à les accompagner sur le chemin d'une réelle indépendance, sur le chemin d'une réelle construction de pôle de puissance pour que l'Afrique existe. Parce que l'Afrique telle que éparpillée, telle que nous la voyons aujourd'hui, n'existe pas, elle végète, madame, à travers ces micro-États, à travers ces États lilliputiens. Il faudrait donc, pour une fois que nous nous inspirions de ce qui se passe dans ce grand ensemble, pour faire un bond. Vous savez, les grands bonds, comme ceux présentés ou proposés par le BRICS aujourd'hui, ne se font pas tous les ans ou ne se font pas tous les 50 ans. C'est des bonds conjoncturels qui arrivent dans le cours de l'histoire. C'est ce que les uns ont appelé le matérialisme historique. Il faut donc savoir saisir le cours de ce matérialisme historique-là pour réécrire, comme disait Parfendom tout à l'heure, réécrire une nouvelle histoire, mais cette fois-ci, une réécriture qui nous inscrit effectivement dans le sens d'une volonté de puissance. Et cette volonté de puissance passe par une meilleure intégration dans le champ des BRICS. On a l'impression, Passion Parfendom, si on s'en tient au propos du docteur David Eboutou, finalement, ces États qui aujourd'hui, parce qu'il faut le dire en Afrique, qui, je ne veux pas dire n'épousent pas, mais qui ne semblent pas en tout cas courir vers les BRICS. On sait qu'il y a certains États, pour le moment, jusqu'alors, qui ne manifestent pas cette volonté d'intégrer aujourd'hui les BRICS, malgré l'histoire, comme l'a rappelé le docteur David. Comment est-ce qu'on comprend cette attitude? Est-ce que cela veut dire qu'on a simplement choisi l'autre bloc, ou alors on estime que bon, ce n'est pas forcément par les BRICS qu'on va peut-être atteindre une certaine émergence? Non, nous sommes dans une période que j'appelle une tendance lourde. Oui. Il y a des agrégats du point de vue de ce que David Eboutou appelle les constructions de puissance qui sont là, Oui. qui sont objectives, personne ne peut le nier. Le centre du monde s'est déplacé. L'Occident ne peut plus continuer de se gargariser de cette puissance, à la fois économique, à la fois militaire, à la fois civilisationnelle, Oui. dont elle se targue encore hier. Le centre du monde s'est complètement déplacé. Sur le plan militaire, la Russie est devenue l'hyperpuissance, Oui. que personne ne peut nier. Sur le plan économique, la Chine est devenue aujourd'hui la manufacture du monde. Sur le plan, j'allais dire, de l'influence culturelle, c'est vrai qu'il y a encore la puissance occidentale, mais elle est décadente, d'autant plus que ce n'est pas parce qu'on a interdit Russia Today et Sputnik en Europe, aux États-Unis, que
leurs messages ne sont pas véhiculés avec beaucoup de puissance aujourd'hui dans le reste du monde. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que de plus en plus, les gens veulent aller là où il y aura la croissance, là où il y aura l'innovation technique, technologique et scientifique. Et là où on pourra leur donner l'accès, n'est-ce pas, à acquérir ces connaissances et ces valeurs-là pour eux-mêmes. C'est quelque chose d'irréparable. Donc, il reviendra aux Occidentaux de comprendre qu'à force de se cogner la tête dans le mur en pensant qu'ils détiennent encore en quelconque pouvoir, ils ont plutôt intérêt à s'arrimer à cette nouvelle dynamique internationale. Il est vrai que c'est un pays africain, et c'est ça le sens de votre question, continue d'être un peu comme dans la cage de fer dans lequel le colonialisme occidental leur a enfermé, mais les réalités et les dynamiques à la fois politiques, économiques, sociales du monde vont leur imposer cette marche forcée. S'ils ne peuvent pas le comprendre très bien, pour anticiper et rejoindre justement ce grand mouvement. Et je crois que c'est à ce niveau que l'interrogation du docteur Boutou a tout son sens. L'Afrique ne peut pas. L'Afrique ne peut pas aujourd'hui compter sur le monde international avec la structuration qui a été faite lors de la fameuse conférence de Berlin de 1884. Ce n'est pas possible. Regardez là où nous sommes. Nous sommes dans un pays qu'on appelle la Russie. C'est ça un pays. Nous avons des Bantoustans comme État qui continuent de défendre un legs qui leur a été imposé par la conférence de Berlin. Il faut casser. C'est là la première révolte africaine. Il faut casser cette dynamique, être dans des ensembles viables, parce que nos États ne sont pas des ensembles viables, et maintenant être dans le cours de l'histoire. Et cette fois-ci, pas comme suiveur, mais comme ceux qui écrivent l'histoire. C'est ça le sens des BRICS aujourd'hui. Et ils ont toutes les palettes d'opportunités qui leur sont ouvertes sur le plan financier. La Banque des BRICS est là. Elle pourra financer un certain nombre de projets structurants pour nos États. Sur le plan de la coopération, à la fois culturelle, à la fois militaire, etc., etc., ils ont beaucoup d'opportunités aujourd'hui. L'un des défauts, le tendon d'Achille principal du continent africain, c'est ça, c'est la question énergétique. Regardez les propositions, les facilités qu'offrent les BRICS, mais surtout la Russie, aux pays africains pour ne plus être totalement en shutdown de manière permanente sur le plan énergétique. Ce n'est pas de l'énergie. Vous ne pouvez pas vous lancer dans l'industrialisation. Vous ne pouvez pas développer vos pays. Vous ne pouvez pas avoir des projets économiques qui soient quand même à la hauteur de vos propres ambitions. Donc je crois sincèrement que c'est une opportunité, c'est une chance pour l'Afrique aujourd'hui de lire l'histoire qui est en train de s'écrire, mais surtout de participer à la réécriture, bien à l'écriture de cette histoire nouvelle qui va mettre un fin au cycle infernal que nous a imposé l'impérialisme occidental après la Seconde Guerre mondiale, et enfin pour ouvrir la nouvelle page avec ce 21e siècle, avec ceci, de cette coopération à la fois culturelle. Chacun vient. En réalité, c'est à ce moment que le sens du rendez-vous de donner, de recevoir, aura toute sa plénitude. Tout à fait. Et non ce qu'on nous a vendu après les indépendances, alors que nous étions encore en plein dans une colonisation. Merci à vous, Patient Parfendon. Merci également au docteur Eboutou pour justement cette discussion. On rappelle effectivement For You Media est sur place jusqu'au 24 dans le cadre de ce forum des BRICS. On reviendra pour d'autres analyses après certainement les discours et bien sûr les différentes réunions des chefs d'État et de gouvernement. On va approfondir la réflexion. Merci à vous de nous avoir reçus et écoutés. On vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie de For You Media Africa.